Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à la facture des Jeux Olympiques qui est finalement tombée, 6,6 milliards d'euros, en hausse par rapport aux prévisions. Et c'est assez habituel, me direz-vous. Oui, mais dans le contexte budgétaire actuel, le chiffre a du mal à passer inaperçu, d'autant que les retombées économiques, elles, sont moins importantes qu'espérées. Vous le savez, c'est ce fameux effet JO dont on avait longuement parlé ensemble. Alors, pas de dérapage budgétaire pour autant et des infrastructures qui sont là pour durer. On va ouvrir ce dossier ensemble avec nos excellents invités dans une minute. Ils vont nous aider à tout comprendre puisqu'il est vrai que ce rapport peut être un petit peu indigeste. En culture, le Musée de l'Homme souffle sa 10e bougie. Depuis sa réouverture, il réaffirme sa place toute particulière qui nous aide à nous questionner sur les grands défis de notre temps et les thèmes qui concernent notre humanité. De la conso enfin, et cette tendance que nous observons de plus en plus, les Franciliens désertent les restaurants jugés trop chers par rapport à ce qu'on trouve dans notre assiette. On passe ce sujet à la loupe et on essaie de comprendre ce qui se passe vraiment du côté des restaurateurs. C'est notre chiffre du jour, 6,6 milliards d'euros. La facture des Jeux Olympiques de Paris est tombée. Elle est évidemment salée. Les sages de la Cour des comptes ont en effet publié hier les dépenses publiques nécessaires au financement des JO qui ont moins rapporté que prévu. On va en parler avec nos invités. Sylvain Bersinger, vous êtes économiste et fondateur du cabinet Bersinger-Co. Merci beaucoup d'être avec nous. Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, c'est l'Institut de recherche économique et fiscale. En plateau avec nous, Bernard Cohen. Vous êtes en visio avec nous, vous êtes président de la CPME Paris. On fera évidemment un point sur nos commerces. Un bilan satisfaisant, un héritage à évaluer dans la durée, écrit la Cour des comptes dans un bilan qu'elle dresse. Un an après les JO de Paris, comment est-ce qu'on analyse, messieurs, cette déclaration? Est-ce qu'elle est prudente finalement? Moi, j'ai trouvé le rapport de la Cour des comptes un peu sévère avec l'organisation parce que je trouve que côté coût, ils chiffrent. Parce que quand on parle des retombées économiques, on peut toujours voir le périmètre qu'on prend. On peut toujours voir différents périmètres parce que qu'est-ce que les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on met dedans ou pas. Je trouve que côté coût, ils chiffrent de manière un petit peu maximaliste et côté bénéfice, notamment recettes publiques, ils font des choix qui sont plutôt un peu minimalistes. Donc je trouve que on pourra développer peut-être si vous voulez, mais les choix méthodologiques faits, je dirais, ternissent un peu l'ardoise. Une forme de sévérité. Oui, je trouve. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette sévérité du rapport qui a été publié? Il n'est pas complètement sévère, le rapport de la Cour des comptes. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même 3 fois plus de dépenses que prévu, en tout cas ce que soutenait le comité. Est-ce que c'est toujours pareil, ça, finalement? Et puis, en France, oui. En France, c'est presque toujours pareil. Et puis la Cour nous laisse comprendre que, bon, on a l'habitude en France de dépenser beaucoup et on s'attend toujours à dépenser plus et surtout ne pas maîtriser les coûts. Ça, c'est devenu presque une routine, une tradition française, donc on dépense et on ne sait pas où va l'argent, même par endroit. Et c'est un rapport sévère, mais pas autant qu'il aurait pu l'être. Sylvain Bersinger, je me souviens en plateau d'avoir abordé avec vous ce sujet à de nombreuses reprises. Et à l'époque, on parlait de 9 milliards, de 11 milliards d'euros. Moi, quand j'ai découvert ce chiffre hier avec la titraille qui allait avec, le rapport de la Cour des comptes est tombé, la facture des Jeux est plus importante que prévu, je me suis dit, mais en fait, on ne comprend pas bien. Qu'est-ce qu'il y a effectivement derrière ces 6,6 milliards d'euros? Et pourquoi on a parlé de 11 milliards d'euros ensemble, je me souviens, avant le début des Jeux. Alors, 6,6 milliards d'euros, c'est l'argent qui est dépensé par l'État. Enfin, l'État au sens large, l'État, collectivité locale, l'argent public. Mais il y a aussi beaucoup d'argent privé. Par exemple, le COJO a un budget de à peu près 4 et quelques milliards d'euros. C'est des recettes de billetterie, c'est des recettes de sponsoring, c'est le CEO qui a apporté de l'argent. Donc quand on additionne tout, on arrive, grosso modo, à presque 13 milliards d'euros maintenant. Parce qu'en fait, la sécurité a notamment fait gonfler les coûts, et notamment sur l'argent public. C'est notamment les dépenses de sécurité, les policiers qui ont fait des heures supplémentaires, etc., qui ont fait gonfler la facture. Donc en fait, si vous voulez, en tout, si on donne des chiffres un peu grossiers, on a pratiquement 13 milliards d'euros de budget total. Donc
en prenant vraiment une enveloppe, je dirais, assez large. Le public et le privé. Voilà, le public et le privé. Et après, c'est à peu près moite-moite, 50-50, grosso modo, d'argent public et d'argent privé. De ce point de vue-là, est-ce que c'est équilibré finalement que l'État et les collectivités aient participé à hauteur de 50% du financement des Jeux? En fait, si vous regardez le chiffre 6,6, c'est rien par rapport aux dépenses publiques, au déficit, à la dette, c'est même pas 0,2% de la dette de la France. Donc c'est pratiquement rien dans un pays qui dépense des centaines de milliards d'euros tous les ans et qui est champion du monde des dépenses publiques, des prélèvements obligatoires. Mais si on regarde, vous avez parlé effectivement de la partie publique des dépenses publiques, mais il y a aussi les coûts indirects publics dont la Cour ne parle pas. C'est-à-dire, un exemple, rappelez-vous, avant les JO, il y a eu des grèves à la RATP, à la SNCF. Avec des enveloppes qui ont dû être débloquées. Avec des enveloppes qui ont été distribuées à gauche et à droite. C'est de l'argent public, des entreprises publiques qui sont endettées, qui reçoivent des subventions publiques, on le sait, on ne va pas revenir sur les milliards qui sont... Donc finalement les avantages sociaux dont certains ont bénéficié en amont. Nous on les estime entre 700 et 1 milliard d'euros, c'est ce que j'appelle des coûts indirects publics. Qui pourraient donc s'ajouter à cette facture. Qui devraient s'ajouter à cette facture, bien sûr. Il y a des primes aussi, des heures supplémentaires. Parce qu'on voulait s'assurer d'avoir la main-d'œuvre, les moyens humains nécessaires que ça se passe pour soutenir bien, les Jeux. Qu'il n'y ait pas de grève et que tout se passe bien. Justement, on va essayer de décrypter un peu plus ces chiffres. 6,6 milliards. À l'intérieur, il y a les dépenses d'organisation. Vous avez notamment cité la sécurité. C'est vrai qu'il y avait de grosses attentes du côté des Parisiens et des Franciliens. Donc finalement, l'État a été au rendez-vous de cette sécurité. On est passé de 2,77 à 3,02 milliards d'euros. Pour les infrastructures, finalement, c'est pareil. 3,63 milliards, c'est ce qui a été effectivement dépensé, contre 3,19, ce qui avait été estimé. On se rend compte finalement qu'on a à chaque fois légèrement sous-estimé? Oui, alors c'est vrai qu'il y a le budget, le coût final est plus élevé que ce qui était prévu. Cela dit, c'est à peu près vrai de toutes les Olympiades. Et souvent, d'ailleurs, les dérapages, si vous prenez les Olympiades passées, ont été parfois beaucoup plus élevés. Plus important. Après, c'est vrai, mais je suis d'accord avec vous, il y a vraiment une question de périmètre. Par exemple, sur les infrastructures, la Cour des comptes a choisi, par exemple, de mettre dans les dépenses publiques, par exemple, tout ce qui est l'assainissement de la Seine, puisqu'il y a des épreuves dans la Seine, il a fallu faire des travaux, rendre baignable la Seine. Et la Cour des comptes a mis les dépenses d'infrastructures, de traitement, de canalisation, etc., dans les dépenses des Jeux. Cela dit, c'est contestable comme choix, parce que c'est un projet, rendre baignable la Seine, qui allait bien au-delà des Jeux. Disons que les JO ont été un accélérateur, c'est vrai aussi pour certaines lignes de transport. Voilà, la 14 de mémoire, qui a été prolongée. Donc, c'est toujours un peu une question de périmètre. La Cour des comptes a choisi de mettre ces dépenses-là, de les affecter aux Jeux, mais s'il n'y avait pas eu les Jeux, la 14 aurait sûrement été prolongée aussi. Donc, et la Seine, il y aurait eu des travaux peut-être un peu plus tard. Peut-être un peu plus tard, voilà. Mais donc, c'est en ça, je trouve que c'est vrai que des fois, quel périmètre on retient. Et quand on dit les chiffres, je crois que c'est ce qu'on fait là. Je crois que c'est important de bien dire quel périmètre Essayez d'expliquer au maximum. Sinon, c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément très bien. Vous avez raison d'expliquer ce périmètre à ceux qui nous écoutent pour qu'on comprenne mieux ce qui se cache derrière ces chiffres qui peuvent être un petit peu intimidants pour le commun des mortels. Et puis tout le monde ne lit pas le rapport de la Cour des comptes. Oui, il fait plus de 150 pages. Il faut s'accrocher. D'ailleurs, la Cour elle-même reconnaît qu'il ne voit pas très bien les dépenses à quel périmètre. À propos des baignades, elle estime à 330 millions d'euros. Ça fait beaucoup, on ne sait pas à quoi ça sert exactement les baignades dans la Seine. Mais bon, ce qui est vrai aussi, vous l'avez un peu dit, c'est que dans l'histoire moderne des JO, il n'y a eu que 3 Olympiades qui ont été bénéficiaires, si je peux dire ainsi, c'est Los Angeles, Atlanta et Sydney. Dans le cas de Los Angeles et Atlanta, c'est le secteur privé qui a financé. Atlanta, c'est Coca-Cola, Los Angeles, c'est le secteur privé. Donc, ça veut dire que ça peut marcher. D'autres JO, comme Londres et surtout Pékin, 42 milliards. C'était terrible. On se souvient des enveloppes qui sont envolées. Voilà, qui sont envolées. Peut-être que Londres est un meilleur exemple parce que c'est quand même plus proche quand même de ce qu'on a essayé d'organiser à Paris. Bien sûr, mais on veut attirer l'attention sur une ville, mais sincèrement, Paris et la France n'ont pas besoin d'attirer l'attention avec des JO. Donc, n'importe quel touriste dans le monde... c'est intéressant ce que vous nous dites. Alors moi, justement, j'allais y venir à la fin, mais vous savez qu'on va en parler maintenant. On a parlé pendant longtemps des retombées économiques, on y reviendra, qui ne sont pas au rendez-vous. Et en tout cas, d'un effet JO positif, c'est finalement ce qu'on appelle le soft power, c'est renvoyer une image positive, faire en sorte que la France rayonne. Vous nous dites, ça ne sert à rien ?
Ben, ça ne sert à rien parce que tout le monde connaît Paris et la France. Moi, je connais personne. Trouver un touriste quelque part dans le monde qui n'a pas envie de venir à Paris. Il n'a pas besoin des JO pour venir visiter Paris, pour voir Paris une fois dans sa vie. C'est pas ça n'existe pas. Donc les retombées, et c'est là que la Cour est très sévère, sont minimes, voire négatives. D'ailleurs, le tourisme a baissé. Parce que les gens ont eu peur justement des problèmes des JO, ils ont eu peur de la circulation, etc. Donc les touristes sont moins venus que prévu. Ça, c'est vrai que sur l'impact touristique, on avait vu gros, on avait espéré qu'il y ait un véritable effet JO touristique avec finalement un phénomène même de long cours, d'amplification des flux touristiques. C'est pas tout à fait le cas pour l'instant. En fait, ce qui est vrai, c'est que pendant l'événement en tant que tel, l'impact touristique est souvent un peu décevant parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne viennent pas, qui se disent moi je voudrais aller voir le Louvre, je m'en fiche du sport, mais je ne viens pas parce que le prix des hôtels sera plus cher, etc. Donc, mais ça, je dirais que c'était un petit peu anticipé. Après, l'impact au long cours, je crois que c'est trop tôt pour le savoir et c'est en réalité, la Cour le dit, là je suis tout à fait d'accord, c'est extrêmement difficile à chiffrer. C'est-à-dire que Paris, c'est vrai, c'est une ville qui est déjà très touristique, tout le monde connaît Paris. Les Jeux ont été un succès, ça a renvoyé une image positive de la ville, mais mesurer cet impact... C'est trop tôt c'est trop tôt et c'est surtout extrêmement difficile parce que dans quelques années, bien sûr, on aura l'évolution du nombre de touristes à Paris, mais dire cette évolution, il y a X% qui est liée au jeu, ça c'est extrêmement dur. Mais il y a quand même une tendance de fond qui dirait par exemple que le tourisme est en légère augmentation, je ne sais pas, de 1-2% tous les ans. Et là, si on voit une hausse de 10-15% par exemple dans 5 ans, on pourra l'imputer au jeu. Oui, alors si ce n'est pas une hausse qu'on retrouve dans d'autres villes européennes comparables aussi. Hein. Mais alors c'est vrai que dans quelques années, on pourra essayer d'y voir un peu plus clair. Mais je pense que cet effet image, alors je pense qu'il est positif parce que l'événement a vraiment été un succès, ça a vraiment renvoyé des belles images de Paris, même si c'est vrai, tout le monde connaît déjà Paris, mais voilà, ça a quand même renvoyé cette image. C'est vrai que le quantifier et mettre un chiffre en disant ça va être X touristes en plus dans les X prochaines années, c'est quasiment impossible. La Cour des comptes le dit, je suis d'accord là-dessus. Mettre un chiffre là sur cet événement-là, cet élément-là, l'élément attractivité, c'est extrêmement difficile. Pierre Moscovici, lui, parle d'externalité positive. Je vous propose qu'on écoute le président de la Cour des comptes. C'est à peu près 3 milliards d'euros pour les dépenses d'organisation, 3,6 pour les dépenses d'infrastructure. Nous distinguons les deux parce que les dépenses d'infrastructure, ça reste. C'est du patrimoine pour demain, c'est de l'héritage pour l'avenir. Ça peut générer des externalités positives, comme on dit, pour le futur, qu'elles soient urbaines, sociales, environnementales, économiques. Et l'héritage devrait être apprécié dans la durée, naturellement. Un héritage à apprécier dans la durée et difficilement quantifiable, c'est ce que vous venez de nous rappeler, Sylvain Bersinger. J'aimerais qu'on rembobine un peu avant de parler évidemment des commerces, des restaurateurs et de l'impact réel sur Paris. Si on écoute le COJOP, ils sont plus qu'à l'équilibre. Le COJOP a chiffré ses recettes à 4,49 milliards d'euros pour des dépenses de 4,41 milliards. On est meilleur dans le privé et dans la gestion des financements privés. On arrive à des moins mauvaises surprises. Moi, je me méfie de leurs chiffres. Ils sont déclaratifs. Parce qu'ils ont déjà dit que ça allait coûter 2 milliards, et ça a coûté 3 fois plus d'argent public. Donc, je ne peux pas me prononcer sur exactement ce qu'ils ont dépensé. Je n'ai pas vu leurs chiffres. La Cour est assez discrète là-dessus. Donc, il faut vraiment attendre et voir, un peu comme les retombées. M. Moscovici ne donne aucun chiffre. Donc il dit, on va voir, ça va être des retombées dans les années à venir. Mais la Cour le dit clairement, il n'y a pas de retombées claires ni sur l'emploi, ni sur l'impact sur le PIB, c'est 0,07. Tout à fait. Ouais, voilà, c'est ce que la Cour a calculé. C'est rien, c'est absolument rien. C'est très faible, 0,07 points de PIB en 2024. Sylvain Bersinger, le comité d'organisation des Jeux Olympiques parle d'un bénéfice de 75,7 millions d'euros qui sera réinjecté pour financer la promotion des activités sportives. Oui, alors c'est vrai que si on parle juste du COJO, donc c'est vraiment une partie, c'est la partie organisation. Il y a Solideo qui est plutôt la partie infrastructure. Oui. Voilà, là, effectivement, on est grosso modo à l'équilibre. Je ne suis pas habilité à confirmer les chiffres, je les prends tels qu'ils sont. Et là, il faut bien voir que le COJO seul, c'est vraiment avant tout de l'argent privé. C'est de la billetterie,
c'est de la publicité, c'est le CIO aussi qui a apporté de l'argent. Donc ça, c'est une partie qui est de l'argent privé. Et là où il y a eu le dérapage sur la partie organisation, c'est avant tout la sécurité qui a fait augmenter les coûts. Après, bon, bah oui, s'ils ont un petit excédent à dépenser pour promouvoir le sport auprès des jeunes, ou, voilà, tant mieux. Tant mieux. J'aimerais qu'on parle des infrastructures. Moi, j'ai une question sur ces infrastructures, puisque évidemment, par nature, elles sont là pour durer, elles vont être utilisées sur le long terme, elles vont bénéficier à certains territoires, pour certains qui étaient relativement enclavés. Est-ce que ça, c'est de la dépense ou est-ce que c'est de l'investissement ? Avant de parler d'infrastructure, je voudrais juste rajouter quelque chose sur la sécurité. Il y a un tableau dans le rapport de la Cour des comptes, j'ai bien préparé l'émission, où il montre qu'en fait, la sécurité a coûté 6,5 fois plus que prévu. Donc c'est énorme, c'est absolument énorme. Donc 1 milliard et quelques. Rappelez-vous, moi j'étais ici, on marchait dans Paris, on se promenait dans les rues, il y avait des forces de l'ordre à tous les carrefours. Partout. Après, ils ont disparu. Donc, les problèmes parisiens sont revenus. Ça aussi, il faudrait ne pas l'oublier. Disons qu'on a mis un focus sur ces Jeux Olympiques. On a balayé un peu plus les rues, c'est clair, c'est évident. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Ce sont pas comme l'a dit M. Moscovici, ce sont des conséquences négatives pour les Parisiens et pour d'autres touristes qui continuent à venir à Paris. C'est vrai qu'on a vu que quand il s'agissait de mettre les moyens, on en était capable, en tout cas sur une période très resserrée. C'était vraiment une fenêtre de tir qui a concerné la semaine, on va dire, qui a précédé les JO, jusqu'à finalement la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. 6,5 fois plus, c'est quand même c'est beaucoup. Non négligeable. Et puis les infrastructures, puisque c'était votre question, mais elles existent déjà à Paris, en région parisienne, sauf qu'elles sont subventionnées. Donc il ne faut pas oublier, 2 milliards RATP, 22 milliards SNCF. Donc on a dépensé moins, entre guillemets. Plus on a dépensé moins que Londres, par exemple, ou d'autres villes. Mais ça coûte aux contribuables tous les ans pour les entretenir et pour que ça fonctionne et pour payer aussi les privilèges des agents et pour qu'ils ne fassent pas grève. Sylvain Bersinger, ces infrastructures, notamment certains sites olympiques, je pense à la Seine-Saint-Denis, qui vont permettre à certains territoires d'améliorer leur qualité de vie, l'accès au sport, à certaines activités, aux loisirs aussi. On peut quand même en attribuer une part, peut-être moins importante que ces 3,63 milliards qui ont effectivement été dépensés, à de l'investissement ? Oui, alors c'est vrai que c'est en ça que je trouve que le rapport de la Cour des comptes est peut-être un petit peu sévère, c'est que ces infrastructures, elles ont été construites, donc il y a eu une dépense, un investissement pour les construire qui a généré une activité économique, mais cette activité économique n'est pas prise en compte par la Cour des comptes. Alors ils parlent juste de 2024, mais voilà, c'est des infrastructures qui ont été construites avant, et des infrastructures, elles vont continuer à générer quelque chose à l'avenir. Oui, certaines ont déjà d'ailleurs accueilli d'autres compétitions sportives. Et ça, alors, je suis d'accord que ce n'est pas forcément facile à chiffrer, mais la Cour des comptes n'en parle pas du tout. Donc après, dans le volet un peu recettes, la Cour amène le chiffre de 293 millions d'euros de recettes publiques. Mais en fait, c'est une partie, je trouve, très restrictive, parce qu'en fait, toutes les dépenses d'organisation, de construction d'infrastructures génèrent l'activité économique et génèrent des recettes. Et ça, ce n'est pas pris en compte par la Cour des comptes. Donc je trouve qu'ils prennent un petit peu une vision maximaliste des dépenses et minimaliste des recettes, qui donne des chiffres un petit peu waouh. Bernard Cohen-Haddad, j'aimerais qu'on vous donne la parole. Je rappelle que vous êtes président de la CPME Paris. Qu'est-ce qui a été effectif pour les commerces ? Moi, j'ai lu des choses très différentes sur le sujet. J'ai lu un effet assez désastreux pour certains commerçants qui ont été privés de recettes dues au plan de circulation, dues à un certain nombre de normes de sécurité. Puis ensuite, j'ai lu des papiers qui disaient qu'au contraire, ça avait été florissant pour d'autres commerçants. Quelle est la réalité maintenant qu'on a un peu plus de recul sur la situation ? On a eu un moment qui était quand même suspendu. C'était un moment, ça a été dit, où on pouvait se déplacer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en toute sécurité. On pouvait se déplacer, y compris dans les transports en commun avec de l'accueil. On pouvait également avoir une ouverture à une ville beaucoup plus inclusive. Et puis, notre ville était enfin propre. Donc, ça a été quand même un moment particulier qui est resté jusqu'à la fin septembre 2024, parce que depuis, on est passé dans un autre monde. Donc, ce temps-là, il a été de communion, de mieux vivre à Paris et aussi en façon de mieux accueillir les touristes, puisqu'il y avait une capacité d'être là. Malheureusement, beaucoup de touristes n'ont pas consommé parce qu'il y a eu pour les commerces de proximité ou les services une grande déception. La majorité des métiers de bouche, la majorité des services, la majorité des indépendants qui habituellement étaient fermés au mois d'août sont restés ouverts pendant le mois d'août 2024 pour faire la jonction entre le 26 juillet
et le 12 ou le 13 de septembre. Mais le mois d'août a été un mois mort où l'ensemble de nos activités économiques ont perdu 30, 40, voire 50%. Ceux qui avaient embauché du personnel de manière intermittente, ce qu'on appelle des saisonniers pour pouvoir répondre à une attente de touristes, ne les ont pas vus venir. Et donc, ça a été vraiment une grande déception pour nos commerçants, nos artisans, mais aussi pour les métiers de service, parce qu'ils attendaient tellement de ce rayonnement économique qui ne s'est pas traduit dans la chalandise. Mais comment vous l'expliquez, Bernard Cohen-Haddad? Ça vient des papiers qui ont précédé le début des Jeux Olympiques, qui étaient un petit peu alarmistes sur ce qui pouvait se passer, sur le prix des chambres d'hôtel qui était censé exploser, sur les tarifications finalement de nos commerces aussi, des restaurants. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient d'autre chose? Ça s'explique parce que la clientèle des JOP, c'est une clientèle un peu all-inclusive, c'est-à-dire qu'elle achète un billet, elle va sur un site et elle mange sur le site. Et souvent, c'est une clientèle qui a comme budget tout ce qui tourne autour du sport. Et tout ce qui n'est pas autour du sport, les musées, les grands restaurants, les sorties, tout ça ne fait pas partie de leur périmètre d'intérêt. Donc, effectivement, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est la grande distribution. C'est-à-dire, vous savez, tous ces magasins de proximité où vous pouvez acheter des sandwichs, des fruits, comment dirais-je, des bouteilles d'eau, des sodas, ça, c'est commerces qui étaient dans l'environnement des sites olympiques, eux ont gagné 25 à plus 40% de chiffre d'affaires pendant la période des JOP. Donc les consommateurs des Jeux olympiques et des événements sportifs sont avant tout sur l'événement sportif. D'autant qu'il y a eu un hall inclusif sur l'ensemble des sites où on pouvait avoir de la restauration, des goodies, etc. Tout a été bunkérisé, bien que la marque de fabrique des JO, c'était une ville plus inclusive. C'est intéressant d'avoir ce retour finalement du terrain. Est-ce que c'est des choses qui n'auraient pas pu être anticipées? Vous parlez finalement d'une clientèle all-inclusive, d'une manière de consommer qui est propre à ceux qui aiment le sport et qui viennent se déplacer, des touristes par exemple, pour ces Jeux Olympiques, notamment de Paris. Mais on imagine que ce phénomène, il a dû avoir lieu avant, ailleurs. Ce n'est pas des choses qui ont été anticipées, par exemple, par les commerçants et les restaurateurs, vous l'avez dit, qui ont embauché à dessein des saisonniers. Oui, certains sont restés ouverts alors qu'habituellement ils étaient fermés, ils ont embauché des intermittents ou ils ont acheté des matériaux, du stock qui n'a pas été vendu. On aurait pu l'anticiper, mais pour l'anticiper, encore aurait-il fallu que l'ensemble des acteurs économiques aient voix au chapitre dans cet événement qui est un événement mondial. Vous avez remarqué, Victoire, qu'aucun de nos commerces, aucun de nos services, aucun de nos activités d'indépendants était brander des anneaux olympiques. On n'y avait pas droit. Donc nous, on a travaillé sur la sécurité, on a travaillé sur les fermetures, on a travaillé sur l'hypothétique, mais qui était quand même une inquiétude de dégradation et des manifestations, mais on n'a pas travaillé comment faire en sorte que cet événement soit un événement extrêmement positif pour le commerce de proximité. Néanmoins, il y a au niveau de l'État et d'un certain nombre d'autres aspects positifs, je pense à celui des marchés publics. L'événement JOP a été un formidable accélérateur de l'ouverture des marchés publics aux entreprises de proximité et au commerce et aussi aux activités de l'économie sociale et solidaire à travers un Small Business Act extrêmement renforcé. C'est le seul point, Victoire, qui a été remarquable, cette capacité de montrer qu'on pouvait ouvrir les marchés publics aux entreprises de proximité. Messieurs, une réaction aux propos de Bernard Cohen-Haddad qui nous fait remonter finalement cette réalité du terrain et cette déception notamment des acteurs de ne pas avoir été intégrés, brandés, comme il le dit, Jeux Olympiques. Oui, alors sur l'intégration des acteurs, là, je ne suis pas expert pour en parler. C'est vrai que pour avoir le logo olympique, il faut payer, il faut être sponsor officiel. Donc voilà, tout le monde ne peut pas mettre le logo olympique. Mais je crois que ce que dit monsieur reflète bien la difficulté d'estimer certaines retombées, certains impacts économiques. Parce qu'en fait, il y a certains acteurs qui ont énormément gagné. On l'a dit, celui qui avait sa guinguette à côté d'un stade, ça a été le jackpot. Par contre, si les musées ont été généralement moins fréquentés, donc c'est un restaurant à côté du Louvre, là c'est l'inverse. Donc en fait, on a des réalités très différentes. Vous pouvez parler à 2 restaurateurs ou 2 commerçants à Paris qui vous diront 2 choses totalement différentes. Donc, mais après l'agrégation de tous ces chiffres,
vu qu'on a des données nationales, mais on n'a pas forcément des données INSEE. Ça donne une réalité Paris. assez contrastée. Voilà, ça donne une réalité très contrastée. Et donc, ce n'est pas évident de faire, je dirais, une sorte de moyenne pour mettre un chiffre. Tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. Voilà, avec des très fortes disparités. En fait, à 2 rues d'écart, vous pouvez avoir des réalités très différentes sur le commerce, sur la restauration, sur l'hôtellerie. Nicolas Lecossin, quand on découvre ces 293 millions d'euros de recettes publiques, on se demande ce qu'on a raté. Qu'est-ce qui n'a pas été fait de la bonne manière? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour maximiser ces retombées économiques, à défaut de dépenser moins? Malheureusement, tout le monde ne peut pas gagner. Bon, M. Haddad l'a bien expliqué. Il existe aussi des commerces de proximité qui sont situés à côté des stades, à côté du Parc des Princes, à côté du Stade de France, à côté d'endroits stratégiques pour les JO et pour les matchs de foot en général. Tout à fait. Et qui marchent très bien et qui font beaucoup de chiffres dans ces moments-là. Ça dure longtemps et ils peuvent faire beaucoup de chiffres. Et d'autres qui sont situés à l'autre bout de Paris, il n'y a rien à côté. C'est normal que certains, je présume que certains ont fermé même, parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de touristes qui passent par là. Les touristes sont concentrés dans des endroits stratégiques où il y a des activités sportives, donc c'est inévitable. Un mot peut-être aussi des préconisations qui sont avancées par ce rapport de la Cour des comptes, notamment pour les Jeux d'hiver en 2030. Sur quoi la vigilance est-elle posée ? Alors, j'ai moins travaillé cet aspect-là, mais je pense que un des gros dérapages qu'on a vu, c'est sur la sécurité. C'est-à-dire que le budget sécurité, alors je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais voilà, il y a eu un delta très important. Donc là-dessus, on sait qu'en 2030, il y aura évidemment une question de sécurité, comme dans tous ces grands événements. Et donc voilà, essayer d'éviter peut-être ce dérapage budgétaire, vu qu'on l'a vu sur Paris, essayer de l'anticiper. Ça va très vite, en effet, fois 6,5, on s'imagine ce que ça peut représenter sur des sites qui risquent en plus d'être éparpillés. On sait à quel point ça coûte de l'argent. Oui, tout à fait. Concernant les recommandations, bon, d'abord, il faut prendre avec des pincettes. On sait très bien que malheureusement, souvent, les recommandations de la Cour des comptes ne sont pas suivies des faits. Et dans ce rapport précis, elle fait plusieurs recommandations, en effet. On n'a pas parlé des dépenses fiscales, on ne les connaît pas, donc il faudrait que Bercy les calcule, donc ça c'est très important. Il s'agit des niches fiscales, tout ce qui a été utilisé. Effectivement, on a énormément dépensé pour la sécurité, on l'a dit. Et ce que demande la Cour, parce que j'ai les recommandations là, il demande plus de transparence et bien préparer en amont. Il faut être clair qui s'occupe, qui fait quoi. Pardon, mais moi ça j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois. Et puis on a quand même l'exemple de, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité les villes hôtes finalement des Jeux. On commence à avoir un peu d'expérience. On se souvient du désastre d'Athènes, par exemple, avec ces structures qui sont décédées, il n'y a vraiment pas d'autre mot, et qui sont des squelettes en banlieue d'Athènes, qui sont devenus absolument rien, qui ne sont pas utilisés par les Athéniens. On a quand même ces exemples qui jalonnent le parcours des Jeux Olympiques, et à chaque fois, on a l'impression de formuler des considérations finalement qui sont de bon sens. Cela dit, concernant les dépenses, il existe une étude américaine qui a regardé tous les JO depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les seuls JO où on n'a pas dépassé le budget, ça a été Los Angeles. Le seul endroit. Parce qu'il y avait un gros sponsor derrière. Parce qu'il y avait un gros sponsor. Elle regardait les comptes sûrement, parce que le sponsor regarde ses comptes. Les autres ont dépensé entre 175%, en moyenne 175% de plus. Donc c'est une moyenne. Et c'est allé jusqu'à Athènes, c'était presque 400% de plus. Terrible. Et à Athènes aujourd'hui, il y a des stades où il y a les mauvaises herbes qui poussent, donc ils sont abandonnés. Alors si on sait qu'il faut en moyenne plus 175% de budget que ce qui est estimé, est-ce qu'il ne faut pas d'office, mais l'intégrer au budget prévisionnel, par exemple, des Jeux d'hiver? Alors, c'est vrai qu'en ce qui concerne Paris, c'est vrai qu'il y a une hausse du budget prévu, mais qui est quand même moins importante que par le passé. On a peut-être un petit peu appris de cet exemple-là. Tant mieux. Mais je crois qu'il y a probablement une incitation, quand vous candidatez à ce type d'événement, de montrer un budget assez limité et donc soutenable. Voilà, de tirer un peu sur la corde pour dire on a une édition qui va être... Et donc, je rejoins les propos qui ont été avancés de ne pas jouer tout à fait le jeu de la transparence. Disons que le chiffrage initial, quand vous candidatez, vous partez sûrement du principe que tout ira bien, qu'il n'y aura pas de choc inflationniste avec la guerre en Ukraine, qu'il n'y aura pas de dérapage sur les dépenses de sécurité, etc., qu'il n'y aura pas de retard dans les chantiers. Donc, probablement, les candidats prennent
on va dire, les hypothèses les plus favorables pour leur budget. Et donc, après, évidemment... On sait qu'à l'épreuve des faits, c'est rarement voilà, à l'épreuve des faits, ce qui se passe. Il y a souvent des dérapages. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Nicolas Lecossin. Merci beaucoup Sylvain Bersinger. Merci également à Bernard Cohen-Haddad qui nous a donné cet éclairage en visio sur les réalités pour les commerçants et les restaurateurs. Merci surtout de nous avoir aidés à digérer ce rapport de la Cour des comptes qui n'était pas évident à appréhender au demeurant. Un grand merci à tous les deux et on passe tout de suite à l'entretien culture. Le Musée de l'Homme souffle sa 10e bougie depuis sa réouverture en 2015. Un musée unique qui nous aide à nous questionner sur les grands défis de notre temps et une lecture profonde, pédagogique et ludique de l'humain dans toute sa complexité. À cette occasion, le musée célébrera ce week-end cet anniversaire avec le public évidemment, dans une programmation riche pour petits et grands. On va en parler avec vous, Aurélie Clément-Théruse. Merci beaucoup. Vous êtes directrice du Musée de l'Homme. J'aimerais qu'on rembobine un peu et qu'on dise un mot sur l'histoire finalement de ce musée de l'Homme qui avait rouvert ses portes donc en 2015 après 6 années de travaux. Pourquoi est-ce que vous avez à l'époque décidé de mener ces travaux? Quelle était l'ambition finalement en 2015 à la réouverture? Merci beaucoup déjà de me recevoir. Effectivement, on fête les 10 ans, mais cette fermeture avant la réouverture en 2015 était due en fait à un départ d'une partie des collections, les collections d'ethnologie qui ont notamment permis l'ouverture du musée du Quai Branly, de l'autre côté de la Seine finalement. Et quand ces collections sont parties, il a fallu repenser un nouveau musée de l'Homme, puisque une partie de ce qui était présenté n'était plus là. Et donc le choix a été fait de fermer le lieu et de complètement repenser le musée pour le transformer finalement dans son bâtiment et dans ses collections, et de passer d'un musée d'ethnologie à un musée d'anthropologie, où avant il était plutôt tourné vers les cultures extra-européennes, et aujourd'hui c'est recentré sur l'humain, c'est un musée du nous, sur qui nous sommes, et c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on célèbre. Qui porte bien son nom et qui est resté fidèle à l'ambition humaniste de Paul Rivet, son fondateur. Quels sont les maîtres mots qui ont guidé votre approche finalement dans cette redéfinition plus anthropologique de ce qu'est aujourd'hui le Musée de l'Homme? L'idée, c'était vraiment de partir effectivement du projet de Paul Rivet de 1938, extrêmement novateur à l'époque, de dire que finalement, on a tous une unité biologique, nous sommes tous des Homo sapiens, on est tous issus de la même espèce, et pourtant, on est aussi tous différents parce qu'on évolue dans des environnements, contextes culturels, sociaux qui sont différents et qui nous façonnent en tant qu'humains. Et c'est toute cette diversité de l'humanité qui est présentée aujourd'hui dans le musée et qui est célébrée aussi à travers le Musée de l'Homme, qui a été découpée en 3 grandes questions quasi philosophiques. Qui sommes-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? C'est vrai que c'est des questions qu'on est tous amenés à se poser à plusieurs moments de notre vie, en plus, et avec des réponses qui peuvent nous être apportées, qui sont à chaque fois uniques et très précises. Depuis 10 ans, ce projet culturel et scientifique, puisque vous travaillez évidemment main dans la main avec des scientifiques, des médiateurs qui sont formidables d'ailleurs et qui accompagnent petits et grands dans la découverte du musée, a été mis évidemment à l'épreuve du temps et des publics. Quel est le bilan que vous dressez depuis la réouverture, depuis 2015 ? Alors un bilan très positif, puisqu'on voit que d'année en année, notre fréquentation grandit, elle se diversifie aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est que le Musée de l'Homme, il a vraiment un aspect assez unique, c'est qu'on a 150 chercheurs qui sont dans le bâtiment, dans le musée, in situ, avec qui on travaille au quotidien. Et toute cette science en marche finalement, qu'ils font souvent un peu cachée dans leur labo, eh bien, le rôle du musée, c'est de la rendre accessible à tous. Et c'est là où toute l'équipe du musée, vous disiez, nos médiateurs qui sont magnifiques, notre service des expositions, va permettre de rendre accessible cette science à travers des projets d'ateliers pour les enfants, d'expositions, et de mieux faire comprendre les recherches qui sont faites au sein du musée pour, encore une fois, toujours avec cette idée de mieux comprendre l'humain et le monde dans lequel nous évoluons. Donc c'est un bilan vraiment positif. C'est vrai que souvent on a l'impression qu'on est assez éloigné du monde scientifique, que les chercheurs travaillent dans leur laboratoire à l'évolution d'un certain nombre de choses, des innovations aussi qui concernent notre santé. Et là on a l'impression au Musée de l'Homme de pouvoir toucher du doigt leur travail, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir leur poser des questions qu'on se pose au quotidien et qu'on n'a pas toujours l'occasion de poser à des chercheurs, à des scientifiques, à des médiateurs dont c'est le métier, qui sont là pour nous répondre. Est-ce que c'est une des choses dont vous êtes la plus fière ?
Oui, c'est vraiment ce lien direct avec la science, d'arriver à redonner une méthode scientifique, redonner du contexte aussi pour certaines problématiques contemporaines. Et c'est vraiment comme ça maintenant qu'on a orienté notre programmation. On organise des tables rondes, justement, agitez vos idées, où on va mettre autour de la table eh bien, des scientifiques, mais aussi des personnes de la société civile qui vont venir échanger avec le public. On a développé de nouvelles visites thématiques pour justement arriver à faire mieux comprendre tous ces sujets qui ne sont plus cachés dans les labos, justement, mais visibles et accessibles pour tous. Et puis aussi une grande programmation pour les familles, parce que c'est important de parler aux plus jeunes et aussi de rendre accessible cette science aux plus jeunes, et donc adapter avec des ateliers qui commencent dès 5 ans, en fait, pour faire comprendre que la science, elle est accessible et elle est à portée de tous, et c'est vraiment notre métier au Musée de l'Homme. J'aimerais qu'on évoque cette programmation spéciale pour célébrer ces 10 ans. Vous l'avez dit, il y a différents espaces du musée qui ont été pensés, des expositions qui sont proposées à dessein, des ateliers, des rencontres, des visites inédites. C'est une programmation spéciale anniversaire qui vient s'ajouter aux collections évidemment du Musée de l'Homme, avec une nouvelle visite guidée, nous et les autres, la manière dont on construit son identité, dont on interagit avec l'autre, avec un grand A, et la question finalement qu'on se pose tous, est-ce qu'on se construit avec ou en réaction à l'autre? Ça fait partie des questionnements qui forgent l'humanité. Complètement. Et c'est sur ce type de questions qu'on essaie de donner des clés de compréhension. Encore une fois, on n'est pas là pour asséner des vérités toutes faites, mais au contraire, essayer de faire réfléchir nos visiteurs. Donc, autant de points d'interrogation. Alors, on essaie quand même d'avoir quelques réponses, mais c'est intéressant. Des pistes de réflexion. Ce sont des pistes de réflexion. Et en fait, en fonction finalement du vécu de chacun, les questions ne seront pas les mêmes, les réponses à apporter peut-être aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver finalement à aussi être en dialogue avec nos visiteurs sur ces grandes questions qui nous interrogent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on développe ce nouveau type de visite, parce qu'on se rend compte qu'on peut toucher différemment nos publics en proposant ces visites thématiques. Là, c'est avant tout une réflexion sur la différence qui pose aussi des réflexions sur des enjeux de société. Par exemple, la question du racisme, de l'antisémitisme aussi, qui est de plus en plus visible dans nos sociétés. On peut aujourd'hui aussi confronter la réalité anthropologique de l'homme à des réalités sociétales. Oui, et c'est vraiment ça aussi le rôle du musée. Il y a un enjeu citoyen de faire comprendre ces sujets-là, de les contextualiser, de montrer que scientifiquement, il n'y a absolument aucune vérité scientifique dans les théories racistes ou antisémites, et donc de redonner finalement confiance en la science, de redonner sa juste place à la science pour aussi parfois remettre un peu en place certaines idées autour de tous ces sujets qu'on entend beaucoup dans l'actualité, mais qui parfois manquent un petit peu de contenu et de substance, bien sûr. Et on est là pour ça, encore une fois, en rendant ça accessible à tous. Moi, il y a une question que je me suis posée en préparant cette interview. Je me suis demandé si, avec les informations en cascade qui arrivent sur nos téléphones toute la journée, des fausses informations pour beaucoup, énormément aussi de théories du complot, est-ce qu'aujourd'hui, la science est un rempart essentiel, notamment pour ces jeunes générations, ces adolescents qui se trouvent confrontés à des messages qu'ils prennent pour acquis? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, leur proposer un contenu scientifique, leur dire que d'un point de vue anthropologique, il n'y a aucune différence entre les êtres humains, c'est quelque chose finalement qui est un rempart formidable? C'est fondamental et notre rôle, il est là. C'est vraiment effectivement avec aujourd'hui des fake news qui se multiplient, on a besoin de regagner aussi parfois la confiance de certaines personnes. Et on voit qu'aujourd'hui, alors qu'il y a une grande méfiance dans les politiques, certaines institutions, voire les médias, le musée reste quand même une institution de confiance. Une institution fiable. Voilà, on sait qu'il y a cette confiance qui reste et on la cultive. Et on voit bien que nous, on est beaucoup interrogés par nos visiteurs sur ces questions. Ils se posent beaucoup de questions. On est là pour y répondre. Donc oui, on a un rôle très important
dans cette masse d'informations qui circulent pour arriver à redonner des infos claires et redonner confiance aux faits scientifiques. Et notre rôle, il est fondamental là-dedans. Ouais. Vous nous proposez aussi une réflexion sur les origines du genre. Est-ce qu'on est homme ou femme? Quelle différence entre le sexe et le genre? Sauf que vous nous l'expliquez non pas à base de théories modernes, mais au regard de fossiles préhistoriques. C'est absolument génial finalement de revenir aux origines. Mais oui, parce qu'en fait, c'est une question qui se pose quasiment tous les jours pour les paléanthropologues. Tous les préhistoriens, finalement, lorsqu'ils vont sur une fouille, qu'ils découvrent des restes humains, une des premières questions qu'ils se posent face à un squelette, c'est est-ce que c'est un homme ou une femme? Eh bien, c'est pas si simple à définir. Et on voit comment les méthodes scientifiques peuvent arriver, effectivement, à définir ça. Et puis, à partir de ce constat-là, comment on arrive aussi à expliquer la différence entre le sexe, le genre. C'est deux choses complètement différentes. Là aussi, c'est un sujet de société qui est très fort. Complètement. Et donc, il y a un engagement derrière qui n'est pas politique, qui est citoyen? Exactement. L'idée du Musée de l'Homme, c'est de ne pas du tout être militant ou politique, c'est d'être citoyen, de pouvoir répondre à des questions que se pose n'importe qui dans la société. Et nous, par l'intermédiaire de nos scientifiques et de nos médiateurs, eh bien, finalement, on essaie d'y répondre. Donc effectivement, on entend beaucoup parler du genre actuellement. C'est important de pouvoir y répondre sereinement avec des données et de ne pas arriver sur des théories finalement où on ne sait pas forcément quels sont les fondements. Et donc on sert à ça en tant que musée, c'est pour ça qu'on est un musée engagé dans la vie citoyenne et c'est vraiment ça qui fait la spécificité du Musée de l'Homme aujourd'hui. Ce week-end, il sera aussi possible, et on l'a dit tout à l'heure, de partager des tête-à-tête précieux avec 150 scientifiques qui sont là au quotidien pour partager leur lumière, répondre aux très nombreuses questions du public. Par exemple, ce week-end, sur les secrets du Néandertal, sur le pouvoir de l'ADN, lui aussi, qui a été sur le devant de la scène, notamment avec cette période du Covid, des déconfinements, la communication entre les primates et autant de mini-conférences autour de notre humanité. Comment est-ce que vous définissez les thèmes finalement? Parce que on est tous d'accord pour dire que qui sommes-nous, d'où vient-on et où allons-nous? C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose au quotidien et qu'on se pose tous. Comment est-ce que vous déterminez les discussions? Alors en fait, tout simplement, on part des travaux de recherche de nos scientifiques et on essaie d'en extraire finalement des thématiques qui vont intéresser plus largement finalement nos visiteurs. Donc on se base vraiment sur la science en marche pour définir ces sujets-là. Et c'est vrai que ce week-end, le 4 et 5 octobre, on pourra aller directement à la rencontre de ces chercheurs, alors que d'habitude, on les voit un peu moins. On peut les rencontrer tous les mercredis à 15h, toute l'année. Mais là, c'est un peu particulier ce week-end où on a vraiment beaucoup de chercheurs qui vont se mobiliser et qui vont être là pour répondre à toutes les questions, pour raconter finalement comment ils travaillent au quotidien, comment ils développent ces sujets et montrer finalement leur approche de ces thématiques. Parmi les expositions, puisqu'évidemment c'est l'occasion aussi de lancer un nouveau cycle d'exposition du musée et donc de dérouler une programmation à venir, l'univers captivant et mystérieux des momies, ça sera du 19 novembre au 25 mai 2026, le néolithique, une exposition passionnante sur le grand âge et la longévité humaine, les drogues et l'occasion évidemment de redécouvrir les œuvres emblématiques du musée. Dans la galerie, je pense à l'envolée des bustes, qui est quand même quelque chose de tout à fait emblématique chez vous. Le moulage du squelette de Lucie, Vénus, le crâne dit de Cro-Magnon, c'est aussi des essentiels pour lesquels le public se déplace. Ah, complètement. On a quelques chefs-d'œuvre, notamment de la préhistoire dans nos collections. On a le crâne original de Cro-Magnon, qui est quand même une pièce essentielle. On a une toute petite statuette en ivoire, la Vénus de Lespugue, qui est vraiment magnifique. Et puis, on s'adresse aussi beaucoup aux familles, puisqu'on va ouvrir aussi un espace sur la préhistoire pour le jeune public. Et on a un nouveau parcours de visite pour les enfants à partir de 6 ans. Et ça, pour nous, c'est important aussi de pouvoir rendre la science accessible aux plus jeunes. Merci beaucoup Aurélie Clément-Théris d'être venue nous parler de ces 10 ans qui sont célébrés donc pour le Musée de l'Homme ce week-end avec cette programmation inédite qu'on a commencé à vous expliquer, mais on vous invite évidemment à aller découvrir le programme intégral sur le site du Musée de l'Homme. Un grand merci à vous et on passe tout de suite à la conso. Vous êtes nombreux à fuir les restaurants prix en hausse, qualité dégradée. Les Français ne s'y retrouvent plus et condamnent les restaurants jugés trop chers. Thierry Marx expliquait sur le plateau d'Estelle à midi que sur un tartare à 34 €, il ne restait qu'1,20 € aux restaurateurs. Je vous propose qu'on écoute le président de l'UMI. 34
34 €, d'accord, Ouais. ça peut paraître beaucoup. Bah oui. Qu'est-ce qui reste au restaurateur? Non, mais ça, d'accord. Non, mais ok, Thierry, mais c'est la question. 34 € pour un tartare. Qu'est-ce qui reste au restaurateur? 34 €, qu'est-ce qui lui reste? Non, mais d'accord, mais Thierry... Il lui reste 1,20 €. Mais ok, Ouais, mais c'est non, mais 1,50 le tartare chez mon boucher. Non, mais vous Non, mais plaisantez. d'accord, Viande mais française, on n'est pas 1,50. sur la même TVA, on n'est pas sur la même taux de Ouais, mais sauf TVA. que c'est 1,50. Non, mais Moi, le ne tartare, mélangez je pas suis obligé, c'est 1,50. des choux et des sèches-cheveux. Ne mélangez pas les choses. Quand vous parlez de 34 €, il va rester 1,20 € au restaurateur. S'il n'en vend pas 500 dans la journée, il ne paye pas son staff, Quel est il le ne paye mais pas son attendez, loyer. Soyons sérieux. Ça va lancer la discussion, évidemment. Marcel Benzé, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du GHR, c'est le groupement des hôtelleries et restaurations de France. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Thierry Marx? Est-ce que sur un tartare à 34 €, il ne reste effectivement qu'1,20 € au restaurateur? Dans ces établissements, bien sûr, parce qu'il a un staff beaucoup plus important que dans la branche que je représente, qui sont les bistrots, les cafés et les petites et les brasseries. Mais chez lui, c'est vrai qu'à 34 € un tartare, il ne lui reste pas grand-chose parce qu'il y a déjà la marchandise, la matière première, qui est de très bonne qualité. Et ensuite, il y a tout le staff qu'il a autour. Il a beaucoup de personnel, c'est ça. Et les charges. Et un loyer qui est très cher. Donc quand on trouve aujourd'hui dans un bistrot, par exemple, un tartare à 15 €, ce n'est pas nécessairement de la mauvaise qualité, c'est que les charges sont un peu moins importantes. Exactement, ça veut dire que ce tartare a été préparé par une seule personne et qu'il a été acheté au boucher du quartier ou à Rungis. Vous avez, moi j'étais à Rungis encore la semaine dernière avec une délégation. Vous avez de la matière première sur la région parisienne et en France de première qualité où on peut servir des plats aujourd'hui à des prix raisonnables, mais dans des petits établissements. Je regardais en venant, et je me promène beaucoup dans Paris. Il y en a beaucoup dans le 9e arrondissement de Paris. Exactement. Et vous avez des formules à 15 €, entrée plat ou plat dessert, à 15 €. Alors ça, est-ce que c'est toujours possible? Parce que quand on regarde ce que nous disent les Français nous disent « je ne vais plus au restaurant parce que c'est trop cher ou parce que je ne m'y retrouve pas dans l'assiette ». Si on pense à une formule à 15 €, c'est tout à fait raisonnable pour manger au restaurant le midi. Ça veut dire que la qualité est nécessairement dégradée? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout. C'est préparé par des professionnels. Vous avez des gens qui sont. C'est pas sorti du congélateur et passé au micro-ondes. C'est de la préparation. Le produit frais aujourd'hui, quand il est travaillé par des professionnels, il revient beaucoup moins cher que d'acheter un produit surgelé. Et vous avez une clientèle qui est satisfaite. Moi, j'ai des petits et donc il revient. Il revient, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a une place pour ces petits restaurants où on va manger le midi entre copains et tout ça, où on va dépenser. Le problème, c'est qu'ils ne consomment plus d'alcool. Donc c'est vrai qu'effectivement... C'est ce que disent les cafetiers, les restaurateurs. Ils disent que finalement, l'addition le midi a chuté. Elle a chuté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vin, ou alors il y a un petit verre de vin, et c'est des carafes d'eau, bien sûr. Ça vient de la contraction du pouvoir d'achat de ceux qui nous écoutent. Il y a une ambiance générale. Il faut arrêter de noircir, c'est l'ardoise de la restauration. On a aujourd'hui, quand vous arrivez devant un restaurant et que vous voyez un menu à l'après-vert, il faut éviter. Quand vous avez 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, c'est que vous allez bien manger. D'accord. Parce que c'est facile. Donc, plus la carte est importante, plus c'est mauvais signe? C'est plus dangereux. Sauf exception? Oui, il y a sauf exception. Moi, je connais des restaurants, ils ont une carte un peu importante où c'est bien. Mais c'est rare quand même. C'est rare. Il y a les brasseries à la parisienne qui restent encore. Heureusement que nous avons ces brasseries à la parisienne, mais ils ont déjà allégé leur carte. Vous avez moins. Avant, vous aviez 10 entrées, 15 entrées. Ça, c'est 15 fini. plats. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, il faut faire light pour faire bien. Comment est-ce qu'on rétablit ce lien de confiance avec les Parisiens, les Franciliens qui nous disent « bah non, on fuit les restaurants finalement ». Déjà, il faut les accueillir avec le sourire. Parce que bien souvent, vous arrivez dans un restaurant, vous êtes bien souvent mal reçu. Donc il y a un vrai problème sur le service? On a un problème sur le service, oui. Vous l'expliquez comment? Parce qu'on a déjà du mal à trouver du personnel. La crise du personnel est réelle. Hein. Les professionnels ne sont plus là. On prend des gens, des fois, qui restent qu'une journée. Donc, ils savent très bien, donc ils accueillent le client comme ils peuvent. C'est des intérimaires, finalement. Hein. Des intérimaires. Et le lendemain, on ne les revoit plus arriver. On ne sait plus pourquoi ils ne sont pas là. Ils devaient venir, ils ne viennent pas. Aujourd'hui, la profession est très malmenée parce qu'il y a une mauvaise presse, alors que c'est un beau métier. Moi, je suis à Paris, je suis arrivé pour un mois et ça fait quelques années que ça dure. Et c'est un métier que j'ai embrassé à l'âge de 14 ans, en apprentissage. Et je continue à m'occuper des autres encore aujourd'hui. Et c'est un métier de passion, c'est un métier de retrouvailles. Qui n'est pas allé dans un bistrot retrouver un copain, une copine et discuter c'est la convivialité, c'est l'art de vivre à la française. C'est le convivial et c'est l'art de vivre à la française. C'est la gourmandise aussi. Comment? C'est la gourmandise aussi. Et il faut aussi que le plat soit adéquat avec nos attentes. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, face à ces critiques, jouent la carte de la transparence, expliquent d'où viennent leurs produits, expliquent ce que coûte un plat? Est-ce que c'est une bonne idée? Ce qui est important, c'est une bonne idée.
il ne faut pas que non plus le restaurateur passe 2 heures le matin à préparer sa carte. Il faut que le serveur, ou même le patron, s'il est en salle, soit capable d'expliquer. Et d'expliquer rapidement à son client d'où vient son produit, où il a été... Parce que nous avons été reçus hier par le président de la République. Il y avait un dîner, où d'ailleurs il y avait Thierry Marx qui était là, où on avait un dîner des gastronomiques. Où déjà, le pourboire devait être... les pourboires devaient être fiscalisés. Il nous a promis que ce ne serait pas le cas. Heureusement, parce que des jeunes qui viennent chez nous, mais c'est taxer le sourire. Ça veut dire que... non mais... C'est intéressant ce que vous dites. Ben oui, c'est taxer le sourire. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour tuer le métier, il n'y avait rien de mieux que de fiscaliser les pourboires. Surtout qu'on a besoin de remettre de l'attractivité dans ces métiers, de la désirabilité. Surtout de la jeunesse. On a des jeunes qui viennent l'été travailler chez nous, des étudiants qui sont adorables et gentils, même s'ils n'ont pas du métier, mais ils sont formidables, parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils ont de l'appétence pour le client. J'aimerais qu'on parle des prix. Beaucoup disent les prix sur les cartes des restaurants ont augmenté. Les restaurateurs, pour beaucoup, se défendent en disant que ce n'est pas faux, mais que les charges aussi ont augmenté. Les charges d'électricité, les charges de personnel, le loyer, et puis les matières premières, le prix de certains aliments qui flambent. Alors surtout, ce qui a augmenté beaucoup, c'est le prix des loyers. Et aujourd'hui, on a à Paris un problème du prix des loyers. Moi, je suis moi-même à la commission des baux commerciaux. On arrive, les propriétaires commencent à comprendre qu'il faut baisser le prix du loyer parce qu'ils vont se retrouver avec un rideau tiré et personne derrière. Aujourd'hui, la marchandise, ça reste abordable parce qu'on est des transformateurs. Aujourd'hui, on a une gamme, on a une variété de produits français. Et de plus en plus, on a de la chance. De la chance à des prix raisonnables. Donc aujourd'hui, c'est pas... Donc c'est pas tellement la matière première alimentaire qui est chère. Alors l'énergie, c'est important. Les charges du personnel. Nous avons des charges importantes sur le personnel et les loyers. Mais la marchandise, on arrive, on est des transformateurs. Pourtant, le premier élément qui pêche, et les Français le disent, c'est ce qu'on trouve dans l'assiette. Des quantités moins importantes, une qualité dégradée. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les restaurateurs. Hein. Ce n'est pas du tout l'image qu'on veut donner, bien au contraire. Mais quand les Français disent « je ne vais plus au restaurant parce que c'est mon sentiment », il faut, au contraire, vous le dites, il faut privilégier ce qu'il y a dans l'assiette. En plus, ce n'est pas ce qui coûte cher. Ben, bien sûr, ce qui coûte cher, c'est les charges, c'est tout le reste qu'il y a autour. Mais le produit par lui-même, c'est le moins onéreux. Mais après, il faut le travailler, il faut l'accueil. Et il faut surtout remettre qu'on ait envie d'aller au restaurant, qu'on soit bien reçu, avec un sourire remarquable, alors que bien souvent, vous rentrez dans des restaurants où vous allez vous asseoir, personne ne vous a remarqué. J'aime beaucoup ce que vous dites sur la qualité du service. Et je pense qu'on peut tirer un lien intéressant avec notamment les commandes et les livraisons à domicile qui, elles, explosent, tandis que la fréquentation du restaurant diminue. Certains franciliens disent, bon, si c'est pour être mal reçu au restaurant, je vais commander de chez moi. C'est dommage, c'est triste. C'est triste, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que le convivial du restaurant, ça restera le restaurant. On ne le retrouvera pas chez nous. Non, à la maison. Puis les voisins vont se plaindre du bruit parce que ça fait du bruit. On va avoir des problèmes de voisinage. Non, il faut aller au restaurant. Continuons à aller au restaurant et régalons-nous dans nos restaurants. À Paris, on a une multitude de petits restaurants formidables, extraordinaires, avec des chefs passionnés. Non, il faut la restauration. Moi, la restauration m'a tout donné. Donc vous la défendez bec et ongles. Je la défends à bec et ongles. Justement, comment est-ce qu'on sait qu'on va dans une bonne adresse, qu'on va dans une adresse où c'est fait maison, où les prix sont raisonnables, mais aussi ils permettent de rémunérer correctement le restaurateur et ses équipes? Comment est-ce qu'on choisit bien? Alors déjà, en passant sur la façade, de regarder déjà la carte. Si ça nous fait envie. Voilà, faire envie. Voir qu'il n'y ait pas trop, qu'elle ne soit pas une carte à l'après-vert avec 20 ou 30 articles. Il faut que ce soit épuré. Et ensuite, vous voyez, on voit à travers, on voit la tenue du personnel. De plus en plus, vous avez des cuisines ouvertes. Ouais. On voit déjà... Ça, c'est souvent bon signe, non? Ça veut dire qu'on ne peut pas nous cacher grand-chose. Exactement. Moi, dans mon restaurant, j'étais un des premiers à faire, alors que c'était interdit à l'époque, de faire des cuisines ouvertes. On ne dira pas. Non, mais j'avais des problèmes avec les gens qui ont compris quand même que de voir le chef, c'était important. Oui, je suis d'accord. C'est très important quand on voit le chef, s'il est propre, bien tenu, et puis qu'on entend un peu commander ces gars. Ça donne une bonne intuition de ce qui se passe derrière. Exactement. 25 fermetures de restaurants chaque jour, la fréquentation, elle, chute de 30%. Ça vous attriste? C'est dramatique. C'est dramatique, et le problème, c'est qu'on ne trouve plus de jeunes pour reprendre nos affaires. Aujourd'hui, ils nous ont vu travailler énormément. Est-ce qu'ils ont envie de faire ce qu'on a fait nous? J'ai peur que ce n'est pas nécessairement. Alors qu'il faut protéger notre patrimoine culinaire, et pour le protéger, notre gastronomie. C'est 14 heures de travail par jour à la restauration, quand ce n'est pas 15. Souvent en coupure. Et souvent les coupures. Très dur. C'est un métier difficile, surtout pour les chefs d'entreprise et pour les salariés aussi. Et le problème aussi que nous avons sur Paris, c'est les horaires de transport la nuit.
C'est-à-dire que nos salariés qui viennent bien souvent de la banlieue, à minuit, n'ont plus de moyens de transport. Ça vous fait sourire quand des politiques disent, par exemple, sur nos plateaux, oui, écoutez, il faut loger ceux qui travaillent dans la restauration à Paris. Oui, mais bien sûr qu'il faut les loger à Paris, mais il faut trouver les logements. Mais le problème, il faut trouver les logements, et à quel prix? Aujourd'hui, vous avez vu le prix des loyers à Paris qui flambe, et vous avez Airbnb qui prend le marché. Il faudrait réquisitionner des logements, par exemple, pour... Alors, la mairie de Paris a un projet sur avenue Georges V, un immeuble qui va j'ai entendu ça. On en a parlé dans l'émission. Voilà, qui pour loger les personnels de la restauration. Voilà une bonne chose. Parce que vous avez des gens qui terminent à 1h du matin, 1h30, ils n'ont plus de moyens de transport, et si on peut les loger, ça existait dans le temps, les Aveyronnais avaient fait ça. Aujourd'hui, si on peut revenir à ce genre de situation, ce serait une bonne chose pour la restauration, et pour faire revenir nos jeunes dans nos métiers. Avec le sourire. Et avec le sourire. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Vous savez, vous allez pas vous souvenir que vous avez ce que vous avez mangé, mais vous allez vous souvenir que vous avez été bien reçu. Qu'on a passé un bon moment. Et que vous avez passé un bon moment. Et des fois, on vous dira, vous n'allez plus vous souvenir ni du prix, ni de ce que. C'était parfait. C'est vrai que si on a passé un bon moment, on a tendance à oublier le prix. En tout cas, l'addition passe plus facilement. Merci beaucoup, Marcel Benzet, d'être venu nous parler de ces restaurateurs parisiens qui ont bien du mal à attirer du public en ce moment. Et vous l'avez rappelé, il faut continuer, il faut les soutenir et il faut choisir des cartes qui ne font pas d'inventaire à l'après-vert. C'est ce que je retiens. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée.